Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur AfroWeb TV. Bienvenue dans cette seconde partie. Si c'est maintenant vous rejoignez donc la grande famille des téléspectateurs et des amis internautes, nous sommes très honorés de votre présence en ligne. Vous qui nous suivez sur YouTube ou sur vos télévisions ou carrément sur vos ordinateurs à travers donc le www.afrowebtv.com/live. Nous vous en disons merci et merci. Je partage également cette émission qui est rediffusée sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Moïse Agbeni-Gan, c'est Moïse, c'est mon nom. Au micro et à la diffusion donc de cette émission. Et ils sont nombreux, ces invités là qui veulent faire partie donc du panel d'AfroWeb TV. Contactez-nous tout simplement. Nos portes sont ouvertes à toutes les communautés et à toutes les organisations, gouvernements comme société civile. Nous sommes ouverts pour servir toute la diaspora dans toute sa diversité. Notre second sujet ou deuxième sujet de ce jour sera consacré pour parler donc de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, également de la France, qui sont face à des situations désastreuses, coup d'État. On vient d'en parler sur quelques points au cours donc de cette première partie de notre émission. Et on en parle également à cette seconde partie sur d'autres points où on constate que l'Union européenne avait souligné le jeudi dernier qu'il n'est pas que le coup d'État militaire au Gabon ne pouvait être comparé à la crise au Niger. Et qu'est-ce qui fait la différence? On en parle également avec nos invités de ce jour, qui ne sont que Monsieur Forson Koué, que nous recevons par Duplessis en direct de l'Europe. Analyste politique, merci d'être avec nous. Nous avons le privilège d'avoir également avec nous aujourd'hui sur ce même plateau professeur Pinipini, enseignant, chercheur, philosophe et vous êtes spécialiste en sciences politiques et consultant. Merci également d'être avec nous pour cette seconde partie de notre émission Avis de la diaspora. Avec vous aujourd'hui, un citoyen engagé hors pair, Monsieur Korkou Philippe Amedoji, membre de la société civile, si vous permettez de le dire ainsi. Moi, je connais également votre position et votre engagement. Merci à vous tous d'être avec nous pour cette seconde partie de notre émission Avis de la diaspora sur AfroWeb TV. Première impression concernant donc l'état des lieux et surtout donc d'autres qui condamnent, d'autres qui donnent leur point de vue différent par rapport à ces coups d'État, cette situation désastreuse et aux putsch et aux putschistes en Afrique. Vos premières impressions, Monsieur Forson Koué. Moïse, tout d'abord, je voulais faire une mise au point à Philippe Amedoji en ce sens. Tout gouvernement au monde, je répète la phrase, tout gouvernement au monde est un gouvernement militaire. Ne te trompe jamais. Tout gouvernement au monde est un gouvernement militaire. Quand on parle de conseil de défense, c'est quoi? C'est pour défendre les intérêts. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, avant que les opérations ne puissent se faire, là où sont positionnées les bases militaires, qui sont les bases de renfort pour protéger les intérêts des Occidentaux et ailleurs, vous comprenez que les services de renseignement, les réseaux, qui les détiennent? C'est un civil? Non. La géopolitique aujourd'hui nous convie. Là, je vais répondre à la question qu'on m'a posée. La paix et la guerre dépendent de l'équilibre des forces entre les puissances. D'accord? Donc, vous avez la solidarité de l'Alliance de l'Europe, la Russie, les États-Unis et du jeu respectif de la Chine et des pays de l'islam. Mais pour devenir ou rester une grande puissance, un pays devait réunir les 7 conditions suivantes, désormais reconnues par tous les spécialistes. Sur le plan économique, être assez riche pour pouvoir peser sur les cours des affaires du monde. Sur le plan technologique, maîtriser les progrès en matière de communication et d'énergie. Sur le plan monétaire,
avoir une monnaie capable de servir d'instrument de réserve et de transactions internationales. Sur le plan militaire, disposer de l'arme nucléaire et pouvoir protéger à longue distance une force expéditionnaire d'au moins une dizaine de divisions d'infanterie. Sur le plan géographique, avoir intérêt à agir hors de ses frontières pour protéger ses sources d'énergie, ses réserves d'eau potable, ses routes maritimes essentielles ou encore un allié vital. Sur le plan culturel, être animé par une culture religieuse ou nationale suffisamment universelle pour penser que son intérêt tend à se confondre avec celui des autres et pour séduire les autres avec ses œuvres. Sur le plan diplomatique, avoir un État assez fort et cohérent pour concevoir de mettre en œuvre une politique étrangère impériale. Voilà les 7 points clés de la géopolitique. Aujourd'hui, nous parlons de l'Union européenne, coiffée par l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Vous faites allusion au Niger, des décisions qui sont en différence par rapport aux décisions imposées au Mali, au Burkina. Mais c'est normal. L'influence au Mali et au Burkina, c'est l'influence russe. Au Niger, c'est l'influence américaine. Au Gabon, c'est l'influence américaine. Tout à l'heure, je vais dire que le protecteur veut prendre maintenant sa position pour aller vers le gouvernement mondial. Et personne ne peut échapper ça. Quand vous allez voir que l'Union européenne prévoit une mission africaine dans le golfe du Guinée, ça veut dire quoi? Ils se sont déterminés, positionnés déjà, qu'ils vont agir sur le golfe du Guinée pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest parce que, comme l'a dit Jacques Attali, l'Afrique, notre avenir. Il dit ici que la zone ouest africaine sera la plus démographiquement évoluée. La jeunesse galopante, l'économie et la démographie de la zone ouest africaine est importante. Donc, ce que les Blancs font ou ce que les Occidentaux font, c'est un programme qui est longtemps prémédité, qui est en train d'être déployé. Donc, quand on parle de l'islamisme, du terrorisme, qui détient les armes, qui fabrique les armes, qui voit les positions, qui maîtrise les satellites? Posons-nous les vraies questions pour ne pas éloigner la population vers là où on va nous amener. Philippe Tallet parlait de la bifurcation qui existe entre le président du Togo et le Mali. Encore 10 secondes, M. Forson Koué. Encore 10 secondes. La question est de savoir pourquoi il court, pourquoi il a couru comme Ali Bongo ou comme l'OF. Ça, il payera ça après. C'est sérieux ça. Mais la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vision claire qui est prête à faire disloquer la CEDEAO. Et les forces sont en train d'agir. Et on est en train de militer la CEDEAO parce que les bases militaires seront déployées au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, renforcées. On ne vous le dit pas ça. C'est déjà en place. Demandez au président togolais qu'est-ce qui se passe à l'aéroport de Niantougou. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout aura fin. Tout finira. Mais je vous dis une chose. Les jours à venir seront plus déterminants que vous n'avez jamais vu. Plus déterminants que vous n'avez jamais vu. Par contre, la jeunesse africaine doit prendre conscience d'une chose. Ne pas tomber dans les pièges qui consistent, on vous donnera de l'argent pour saquer, pour créer des guerres ethniques, pour infiltrer les frontières poreuses, pour que vous puissiez vous entretuer entre vous. Merci, M. Forson Koué. Parce que les forces sont déjà en mouvement. Ils sont déjà en mouvement. Très longtemps en mouvement, j'ai dit.
Merci, Monsieur Forson Koué. On aimerait avoir toutes les informations que vous avez à votre disposition. Puisque nous sommes en télévision, il va falloir prouver toutes les informations que vous dispatchez avec tous les téléspectateurs aussi. Alors, professeur Pini, dites-nous, quelle analyse faites-vous des sorties donc, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la France, suite donc face au putsch et aux putschistes? Bon, les sorties de l'Union européenne sont les mêmes que celles de la France parce que qui dit Union européenne dit France, qui dit France dit Union européenne en ce qui concerne leur politique vis-à-vis de l'Afrique. Il n'y a rien qui puisse nous surprendre. Pour eux, ça a toujours été comme ça. C'est deux poids, deux mesures. Ils parlent comme ils veulent. Ils n'ont aucune cohérence par rapport à l'Afrique. De toute façon, l'Afrique, pour eux, ce ne sont que des intérêts pour eux. Le peuple africain, c'est pas un souci. Donc, je crois que là, pour eux, nous n'avons pas tellement à nous attarder. Mais par contre, nous-mêmes, pouvons faire une analyse pour voir ce qui se passe, ce qu'il y a eu, quelle est la différence, quelles sont les coïncidences entre les deux situations, notamment celle du Niger et celle du Gabon. Bon, je voudrais peut-être dire, comme a dit mon ami tout à l'heure, pour revenir juste faire une petite diversion par rapport à ce qui a été dit auparavant, que ceux qui corrompent les militaires, c'est pas les militaires qui se corrompent eux-mêmes, ce sont ceux qui sont au pouvoir qui corrompent les militaires. Dans tous les pays, que ce soit aujourd'hui le Sénégal, quand vous voyez des militaires qui tuent les Sénégalais, mais ce sont des militaires corrompus, donc on leur donne l'argent pour tuer. C'est pas la même chose, les militaires qui ont tué des populations en Côte d'Ivoire, mais ce sont des militaires corrompus. On les a corrompus pour tuer. C'est la même chose, donc, les militaires qui ont été corrompus également au Niger ou au Gabon. Ce sont les civils au pouvoir qui corrompent les militaires pour que ceux-ci puissent tuer la population afin que eux, les civils, restent au pouvoir. Donc, ce ne sont pas les militaires qui se corrompent eux-mêmes, ils sont corrompus par les civils. Donc, et là, je crois que la responsabilité des civils, elle est entière par rapport à cela. Donc, maintenant, pour revenir alors à la situation entre le Niger et les Gabon, c'est vrai que c'est pas les mêmes pays de toute façon. Il ne s'agit pas simplement de parler d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Pour nous, ce sont des répartitions territoriales qui sont un peu coloniales, mais c'est un pays sahélien là, le Niger, avec une population qui est presque entièrement musulmane. Donc, de l'autre côté, c'est un pays équatorial, un pays de la forêt, avec une population qui est plutôt animiste, enfin on dit animiste, mais je dis plutôt ancestrale, et maintenant qui se tourne vers des religions chrétiennes, comme on dit, autres. Donc nous sommes dans deux situations un peu différentes. Maintenant, pour revenir à la situation de coup d'État, au Niger, nous avons vu ce qui s'est passé dès lors que la situation avait changé au Mali et que la France avait amené ses forces de Barkhane et autres au Niger. La population nigérienne s'est levée, a refusé cela. Il y a eu plusieurs manifestations. Avant le coup d'État du Niger, là, du 26 juillet de cette année, mais avant, c'était des manifestations régulières. La population était en train de manifester pour demander à la France, aux forces françaises, de partir du pays. Ils n'en voulaient pas. Donc ça, les militaires ont accompagné ces mouvements-là. C'est pour ça que le mouvement, l'arrivée des militaires a été très bien accueillie parce qu'il y avait déjà un mouvement qui était en place et qui attendait une délivrance. La délivrance est venue des militaires et les gens étaient donc en phase. Alors la deuxième chose, c'est que nous nous rendons compte que contrairement à ce qui se disait que le Niger était le pays le plus pauvre du monde, on se rend compte que c'est vraiment le pays le plus riche du monde, même le pays le plus riche d'Afrique.
Regardez, dès lors que le Niger a changé un mois après, l'Europe est en train de trembler, l'Europe ne sait plus respirer à cause de ce qui se passe au Niger. Donc le Niger est en train d'asphyxier presque l'Europe entière. Parce que le Niger, donc on se rend compte que c'est un pays extrêmement important par sa position stratégique, par ses positions géologiques. C'est un pays extrêmement important. Donc l'Europe nous trompait. Et aujourd'hui, donc voilà, on disait que c'était justement les Gabon, le Congo qui avaient le plus de matières premières, etc. Et tout ça, on se rend compte que oui, c'est vrai que le Gabon a beaucoup de matières premières, et le Congo également a beaucoup de matières premières, mais le Niger n'en a pas moins. Mais le Niger a une position vraiment stratégique. Elle est en train de faire aujourd'hui ce qui se passe au Niger, mais ça donne des sueurs froides à toute l'Europe. Ils se sont même réunis encore dernièrement, je crois, en Espagne, ou je crois en Espagne, pour prendre des mesures encore contre ces pays. C'est quoi, c'était hier ou avant-hier, contre ces pays, parce qu'ils trouvent qu'ils n'en pourront plus. Mais je crois qu'il y a un verrou qui a sauté et il ne va plus revenir. Alors maintenant, par rapport au Gabon, la situation du Gabon donc, n'est pas celle-là. Au Gabon, le peuple, la population attendait les changements par les urnes. Ils avaient misé sur cela. Ces changements par les urnes, on sait qu'ils ne pouvaient pas arriver comme ils l'attendaient. Mais quand même, leur espoir n'a pas été vain parce que les militaires sont venus mettre fin aussi à ces régimes-là qui voulaient s'accaparer de la victoire du peuple. Là. Donc, c'est comme ça que la population est sortie pour fêter cela. D'ailleurs, ce qu'on entendait, c'est qu'eux, ils demandaient, et ils fêtaient plutôt la fin du PDG, donc le fameux parti qui a confisqué le pouvoir depuis presque 60 ans au Gabon. Donc, eux, c'est ça que les Gabonais, ils ont fêté. Donc, veut dire que la situation au Gabon est plutôt une situation, non pas des militaires qui accompagnent un mouvement social, sociopolitique qui était déjà là. Mais en fait, le mouvement était là, mais il n'était pas manifeste, comme on l'a vu au Niger. Mais ici, les militaires sont venus, ont perçu, pour moi, ils ont vu que il y aurait eu un bain de sang inutile, et ils ont voulu mettre fin à cela, à ces bains de sang-là. Moi, je trouve que ça c'est notre analyse à nous, Africains, et nous ne devons pas tenir compte de ce que disent les Européens ou l'Union européenne, qui ne dit pas des choses qui peuvent nous satisfaire dans ce sens-là. Voilà ce que je peux Merci. dire à ce moment. Merci. Alors, monsieur Koko Philippe Amedodji, dites-moi, quelles sont vos analyses? J'ai encore deux petites questions puisque nous sommes rattrapés par le temps aujourd'hui. Mais répondez à ma première question. Quelles sont les analyses que vous faites par rapport aux positions de l'Union européenne, de l'UA, de la CEDEAO et de la France? On ne vous écoute pas, monsieur Philippe Amedodji. Il semble que vous avez muté votre micro. Tout à fait, excusez-moi. Merci, allez-y. Voilà, je dis que par rapport au Gabon, pays d'Afrique centrale, je crois que la CEDEAO, certains pays se sont prononcés ou bien ont regretté, mais c'est à titre diplomatique. Ici, on a pu constater que, enfin, le pendant de la CEDEAO en Afrique occidentale, en Afrique centrale, qui est la CEEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, ne s'est pas réuni comme la CEDEAO l'avait fait pour condamner le coup d'État et prendre des mesures de sanctions. J'ignore comment cette institution sous-régionale fonctionne. Mais au niveau de l'Union africaine, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ils ont condamné. D'accord, l'Union européenne également a condamné. Et la France. Mais je ne suis pas d'accord avec le professeur Pinipini qui sous-tend ou bien qui prétend que nous ne devrons pas faire attention à ce que les autres pensent. Mais au contraire, ce que les autres disent d'un coup d'État ou d'un autre est révélateur de leur position. On a dit tout à l'heure, il y avait même pas mal d'éléments de langage. Alors qu'au Niger, ils nous parlaient de tentatives de coup d'État.
au Gabon, ils parlent volontiers de coup d'État. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des médias français se sont précipités. Des médias français qui, 3 mois plus tôt, adoubaient ou en tout cas applaudissaient encore Ali Bongo, ont sorti des archives, des documents qu'ils avaient depuis longtemps pour dire que Ali Bongo était voleur. Ça, ils le savaient avant, mais ils n'ont jamais dit. Maintenant, ils le disent. Donc, je crois que cela ramène à ce que j'avais dit à l'entame de cette discussion, qu'il faut ouvrir grandement les yeux de nos cerveaux pour ne pas s'arrêter à une analyse superficielle, aller au fond des choses. J'en appelle encore à la vigilance, surtout de la jeunesse, qui ne doit pas se laisser duper, qui ne doit pas se laisser manipuler par des prétendus sauveurs qui, 3 mois, 1 mois plus tôt, étaient des tortionnaires des populations. Nous, en Afrique, nous voulons un changement en faveur des populations. Nous ne voulons pas un changement en faveur, un changement dans la continuité, comme on voit dans certains pays. Restons vigilants, gardons la pression sur ceux qui prennent le pouvoir par la force des armes, ok, pour éviter que ce que leurs prédécesseurs ont fait au peuple ne se reproduise plus. Je termine en disant, vous savez, les amis, ce qui se passe, et je fais un clin d'œil à un débat qui aura lieu à l'occasion de Manifesta en Belgique, à Ostende le week-end prochain, où un parti politique, le PTB pour ne pas le citer, le parti du peuple, le parti des travailleurs de Belgique, se pose la question de savoir si la responsabilité de l'Union européenne dans les crises en Afrique. Vous savez, à la discours, lors de la conférence de Bâle, Mitterrand nous avait vendu à l'Afrique, au chef d'État en tout cas, que le modèle démocratique qui fonctionne le plus, qui permet de mettre l'individu au centre des préoccupations des gouvernants, c'est la démocratie. Mais ils ont oublié de nous dire que cette formule-là était violable. Vous savez pourquoi? Parce que les chefs d'État ont vite compris qu'il suffisait d'organiser que cette démocratie-là que l'Union européenne voulait leur imposer pouvait être contournée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils organisent régulièrement des élections, qu'ils fraudaient massivement et se maintenaient au pouvoir. Qu'est-ce que la France a dit? Lorsque Faure Gnassingbé a changé la constitution pour se présenter dans un pays où la constitution limite le mandat présidentiel à 2, Faure Gnassingbé est en droit de faire 5 mandats. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Ouattara a changé la constitution, qu'est-ce que Macron lui a dit? Ou qu'est-ce que la France, ou qu'est-ce que l'Union européenne, qu'est-ce que l'Union africaine a dit? Rien du tout. Vous voyez? Donc, il s'agit d'une série de duperies. Et si nous, aujourd'hui, dans nos analyses, nous laissons encore passer des choses comme ça, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer demain et après-demain. Restons vigilants parce que le modèle que certains cherchent à nous vendre, qui sous-tend qu'il suffit d'un coup d'État pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté, n'est pas une condition suffisante. D'accord? Il faut aller beaucoup plus loin parce que lorsque vous dites, moi j'aime pas le nombrilisme, hein, le Niger, c'est vrai, pays très très riche, 7e producteur ou en tout cas 7e réserve d'uranium. Grâce à l'uranium du Niger, la France est éclairée. La France vend même, moi j'habite en Belgique, la première source d'approvisionnement de l'électricité de la Belgique, c'est la France. Et pas beaucoup de pays également en Europe profitent également des centrales nucléaires de la France. D'accord? Donc, la France, d'autres pays de l'Union européenne peuvent trembler si le Niger venait à couper les sources d'approvisionnement de l'uranium de la France. Donc, d'où moi je parle ici, par rapport à votre question, à une responsabilité. Est-ce que c'est normal que l'Union européenne dise chaque fois à ses populations, aux citoyens européens, qu'ils aident des pays dans lesquels, en même temps, l'Union européenne ou les dirigeants européens maintiennent la dictature?
Chaque fois, combien de fois des dirigeants ou bien, oui, des dirigeants politiques ne viennent pas dire à leur population que l'Afrique est pauvre, nous devrons les aider, il faut consacrer 7% de notre produit intérieur brut pour les aider. On n'a pas besoin de l'aide en Afrique. On a besoin des relations beaucoup plus justes économiquement pour que nos propres dirigeants, pour que l'Afrique puisse subvenir à ses besoins. Merci. Donc, c'est partout concernant l'Union européenne, la CEDEAO, en tout cas les organisations internationales et régionales ou internationales, le message à faire passer, c'est que il est temps que les relations iniques qui sont entretenues par une soi-disant communauté internationale cessent, et c'est le rôle des Africains, de ceux qui prennent le pouvoir en Afrique, de faire en sorte que cela change. Si nous restons dans la béatification de ce qui se passe, ça ne changera jamais. Donc, Merci. encore une fois, ouvrons les yeux de nos cerveaux. Merci à nos invités de ce jour. Je sais que je vous coupe par moment, je m'en excuse beaucoup, mais il faudrait qu'on aborde également d'autres points de notre sujet d'aujourd'hui. Je voudrais juste vous poser la question et faire le tour de table très rapidement avant d'arriver à la conclusion. Quel est le rôle donc de la communauté internationale? La transition est très bien trouvée avec monsieur Philippe Amedodi qui parlait de responsabilité et comment est-ce que nous devons faire en tant que jeunesse africaine ou diaspora face également à ces situations. Quelle est la responsabilité qui nous revient en tant que diaspora également? Est-ce qu'on doit être seulement là pour juger? Quel est l'apport que nous faisons? Et disons-nous la vérité, quand on parle de l'Union africaine, il y a d'autres, des Africains qui se trouvent dans dans les pays de l'Union européenne, comme également à la diaspora. Quelle est aujourd'hui la part de responsabilité qui revient aux intellectuels de la diaspora africaine? Dites-les nous et avant qu'on en arrive à la conclusion. Monsieur Forson Orkwe, 2 minutes s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, comme je disais, je voulais que nos téléspectateurs et téléspectatrices notent les informations importantes que je vais communiquer tout de suite là. Notez ça d'une manière, n'oubliez pas cette petite phrase que je vais faire ici. L'Union européenne, selon Deutsche Welle, d'accord, c'est un média allemand. L'Union européenne, la base de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne, coiffées par les États-Unis. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. C'est la main qui donne, qui dirige. C'est la main qui donne, qui dirige. L'Union européenne, c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Donc, ceux qui sont là-bas, là, que vous voyez là, qui représentent l'Union africaine là, c'est que des guignols. C'est que des guignols. Quand Philippe faisait l'analyse par rapport au parti qui va faire son débat par rapport au problème de l'Afrique, je tiens à te dire, Philippe, qu'ils ont prévu chez toi, à Bruxelles, moi, ils disent ceci. L'Union européenne s'apprête à lancer une mission en Afrique de l'Ouest à l'automne, a rapporté le journal allemand. L'opération combinée, écoutez bien, militaro-civile, viserait à prévenir l'instabilité déclenchée par les groupes djihadistes. Qui finance les djihadistes? Qui donne les armes aux djihadistes? Qui donne les positions? Et où se situent ces djihadistes? Là où se trouvent nos minerais, là où se trouvent nos richesses. L'Afrique de l'Ouest. Je vous ai donné tout à l'heure 4 pays, mais je crois que vous n'avez pas suivi. Les membres de l'Union européenne ont convenu de lancer une mission dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest, avec des policiers et des soldats déployés au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Voilà les bases qui seront mises en place pour mettre en étau l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin déstabilisera le Nigeria, la Côte d'Ivoire déstabilisera le Mali, le Sénégal et autres, Guinée, le Togo, le Ghana. Voilà ce qui se passe et que les gens entendent de s'amuser. Je tiens à vous rappeler
que ce qui est important, en 2024, vous allez avoir encore, j'assume ce que je dis, un autre système de Covid plus dangereux que ce que vous n'avez jamais pensé. Ils vont sortir ça bientôt. D'ici quelques mois, vous allez savoir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont programmé décimer la population africaine de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, en ce moment précis, est de 386 millions d'habitants. Et en 2050, le Nigeria dépassera les États-Unis. Et l'Afrique de l'Ouest avoisinera le double, plus de 700 millions, ou voire 1 milliard d'individus. Donc leur préoccupation, c'est la démographie. Et c'est la démographie qui fait le nombre. Maintenant, si nous prenons les minerais, vous avez le Sénégal, argile, vous avez Gambie, Togo, bauxite, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, charbon, Nigeria, pétrole, Nigeria, cuivre, Côte d'Ivoire, diamant, Guinée, Libéria, Sierra Leone, étain, Gambie, fer, Côte d'Ivoire, Libéria, manganèse, Ghana, or, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, phosphate, Guinée-Bissau, Togo, rutile, Sierra Leone, silice, Gambie, titane, Gambie, uranium, Guinée, Nigeria, Niger, et zircon, vous avez Gambie. En énergie, gaz, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, Niger. Ils ont découvert une zone non exploitable, mais qui est un gisement énorme au Niger. Voilà la guerre qui se passe là-bas entre les États-Unis et les Européens. Hydrocarbures, Guinée, pétrole, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Nigeria, Sénégal. Vous voyez, voilà le défi qui attend l'Afrique de l'Ouest. Et il faut que les Africains de l'Ouest soient éveillés, de même que l'Afrique centrale. Parce que les élections au Zaïre, écoutez bien ce que je dis, les élections au Zaïre seront le départ du bouleversement de l'Afrique centrale. Merci, M. Forson Koé. Merci, M. Forson Koé. Merci pour vos analyses. Je vais faire très rapidement, puisque nous sommes presque à la fin de l'émission. Je me permettrai de placer un ami internaute, un auditeur qui nous suit de près et qui veut intervenir aussi, si vous permettez. Téléspectateurs, vous êtes en direct sur Afro Web TV. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Allez-y pour votre intervention. 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. En fait, moi, je suis Léandre Appom. J'ai suivi avec grand intérêt les intervenants. Et je voudrais dire que sur le cas du Gabon, il y a l'opposant qui est déclaré, entre guillemets, gagnant des élections, qui a fait une déclaration disant qu'il était au courant d'un coup d'État 1 an avant. Ce qui est dommage, c'est que une partie de l'intelligentsia africaine s'est appropriée cette intervention de cet opposant et donc fait croire qu'en réalité c'est un jeu, c'est un simulacre de coup d'État. Alors qu'en réalité, ils ajoutent également que c'est le nouvel homme fort est le neveu du président déchu. Et pour cela, c'est un changement dans la continuité. Et qu'en fait, il n'y a pas un vrai changement. Et que c'est un jeu de dupes, c'est un marché de dupes tout simplement. Et qu'il faille faire attention. Faire attention, je suis d'accord. Mais là où il y a le hic, c'est que si on se pose la question des précédents coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Guinée, on se rend toujours compte que c'est des gens qui font partie du système. Si nous prenons Doumbouya en Guinée,
Il est la garde rapprochée, le chef de la garde rapprochée du président guinéen de l'époque. Alors, on va dire que là, c'est un coup d'État comment je vais dire, de la maison. C'est un coup d'État, un simulacre de coup d'État. Assimi Goïta, il n'est pas étranger à la gestion du pouvoir au Mali. Il fait partie intégrante de l'armée malienne. Il n'est pas sorti est nihilo de quelque part pour venir faire le coup. Il a participé à la gestion de ce pouvoir qu'il a renversé. Pareil au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Il a participé lui aussi à la gestion de ce même pouvoir, au maintien de cette même dictature. Il n'est pas militaire hier, il était militaire depuis très longtemps, sous Blaise Compaoré. Donc c'est des gens qui font partie du système, qui font partie du clan, qui à un moment donné ont pris conscience qu'il faille changer les choses et donner au peuple son pouvoir. Voilà pourquoi au Mali, au Burkina, au Niger, comme en Guinée, le peuple a accompagné l'armée. Et c'est ce qui se fait aussi aujourd'hui au Gabon. C'est-à-dire que l'armée, à un moment donné, fut-il le cousin, le neveu, le grand-père, l'ancêtre de Omar Bongo, prend une décision qu'il faut que les choses changent. Et il prend le devant et il réalise le vœu, pas de lui seul, mais de l'ensemble de l'armée gabonaise. On ne va pas donc nous dire que c'est parce qu'il est le neveu qu'il l'a fait. Parce que s'il le fait seul, en tant que neveu, je crois que le reste de l'armée s'attaquerait à lui. Mais si l'armée tout entière gabonaise est derrière le nouvel homme fort, ça veut dire que ce n'est pas une démarche personnelle du nouvel homme fort du Gabon aujourd'hui. Pour qu'on nous dise que c'est une querelle de famille, que c'est une guerre entre des frères et des cousins et des neveux. Donc, il faut que les intellectuels africains analysent la chose au-delà du fait que le nouvel homme fort du Gabon est un neveu ou faisait partie du clan. Alors, qu'est-ce qu'on dira de Assimi Goïta, qui faisait également partie de l'armée malienne? Que dira-t-on de Traoré, qui faisait également partie de la même du même système? Que dira-t-on de Doumbouya, qui faisait partie du même système? Vous comprenez? Ce n'est pas parce que il est le neveu qu'automatiquement c'est un simulacre de coup d'État. C'est un coup d'État et aujourd'hui le peuple est en accord avec ce coup d'État et le peuple est en train d'accompagner. Nous allons tout simplement prier et mobiliser les Gabonais à rester fermes derrière cette nouvelle le général, derrière le général, vous voulez dire. Merci. Merci de nous avoir appelé, M. Léandre Apom. Merci pour vos analyses. Ici, c'est avis de la diaspora et la voix donnée à tous ceux qui appellent pour donner leur point de vue, pourvu que vous soyez tellement objectifs. Et nous sommes très honorés de savoir que nous sommes écoutés de par le monde. Alors, très rapide, je sais que M. Philippe Amedodi veut intervenir, mais le professeur n'avait pas tellement suivi puisqu'il était déconnecté un peu plus à un certain moment. Je vais permettre à M. Philippe Amedodi d'intervenir, après on va revenir au professeur. Allez-y, M. Philippe Amedodi. C'est juste une petite observation par rapport à l'intervention que je viens d'entendre. Léandre Apom, savez-vous l'âge que avait Ibrahim Traoré en 2014 lorsque fin était mis au mandat de Blaise Compaoré? Il n'avait que 26 ans. Vous déclarez ici publiquement qu'il a participé au maintien du régime. Blaise Compaoré a pris le pouvoir au Burkina Faso en 1987. Ibrahim Traoré est né en 1888. S'il nous plaît, les amis, lorsque nous disons de raisonner, il faut raisonner, s'il nous plaît. Donc, moi, je dis ceci et je maintiens. Il faudrait être vigilant. Je voudrais bien être
pris, enfin, me tromper. J'espère me tromper en disant qu'il faudrait que nous ouvrions grand les oreilles de nos intelligences pour faire en sorte que les militaires ne soient pas une autre forme de tombe ouverte pour les populations africaines. Si certains Africains ou jeunes Africains ou intellectuels africains, que moi je ne suis pas, pensent que nous pouvons donner le communion, comme on dit chez les catholiques, sans confession, à ces militaires-là qui massacrent leur population et qui du jour au lendemain retournent leur veste parce qu'ils ont aussi envie d'aller profiter des privilèges du pouvoir pour dire qu'ils sont des libérateurs des populations. Si certains Africains ont l'intention de faire cela, tant mieux pour eux. Mais nous, là, qui voulons le changement, le vrai changement pour l'Afrique, nous resterons vigilants. Je ne demande à personne, je n'impose pas à personne. Cela, cette démarche de rigueur intellectuelle et de vigilance, je ne l'impose à personne, mais je l'impose à moi-même et j'invite la jeunesse à rester vigilant tout simplement. Je suis d'accord, certains ne partageraient pas cela parce qu'ils sont prêts à applaudir à tout et à rien, mais moi je ne fais pas ça. Je les encourage, je suis d'accord. Le changement, la fin du mandat présidentiel des dictateurs est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas qu'on nous remplace une dictature par une autre. C'est aussi simple qu'à comprendre. C'est une question de bon sens. Lorsque on change, on dit un homme qui n'avance pas recule. Si vous voulez qu'on fasse du surplace avec des militaires qui n'ont rien, qui n'ont pas pensé, qui n'ont pas pensé aux problèmes de développement de leur continent, il n'y a pas de problème. Monsieur, il n'y a pas de souci. Forson disait tout à l'heure que les gouvernements sont militaires. Mon ami Forson, vous pensez aujourd'hui que les budgets de fonctionnement de nos pays doivent être consacrés à l'achat des armements alors que nos populations meurent de faim? Vous parlez d'uranium. Vous avez fait une litanie de la liste des richesses de sous-sol. Lorsque vous parlez du pétrole, combien de pays africains transforment le pétrole brut en pétrole qui servent à faire rouler les véhicules dans nos pays? Peut-être en partie le Nigeria. Donc, nos matières premières, si nos gouvernants n'investissent pas dans la transformation de ces matières premières-là, vous resterez, les Africains, à dire que nous sommes riches, à vous taper à la poitrine, mais vous n'êtes pas riches. L'or ne se trouve pas, les lingots d'or ne se trouvent pas dans nos terres. Il faut les transformer. Est-ce que vous arrivez à les transformer? Vous avez des terres arables, des terres riches. Est-ce que vous les cultivez pour produire du pétrole, pour produire du céréal, du blé, que vous consommez tous les jours sous forme de pain? Donc, réfléchissons, nous les Africains. Il faudrait hiérarchiser nos besoins. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'acheter des armes, soi-disant que nous voudrons nous partager, nous protéger. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est le développement, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations. D'accord? Arrêtons ces idées de faire la guerre, de chercher à faire la guerre. Les pays qui évoluent bien en Afrique aujourd'hui, qui prennent soin de leur population, c'est justement ceux qui ont réduit les investissements en armement et des pays démocratiques où les dirigeants ne craignent pas que l'armée se soulève ou bien que l'armée leur prenne ou que les populations se soulèvent pour prendre leur pouvoir. Il faut également être attentif à la façon dont les choses fonctionnent. Nous n'allons pas dire, vous parlez des armes. Combien de pays d'Afrique produisent des armes? Donc vous êtes toujours là, nous les Africains, on est toujours là à aller prendre le peu de ressources qui nous restent ou bien que Dieu nous a donné, ou bien le peu de travail les ressources de nos pays pour aller acheter des armes chez des pays qui nous maltraitent, qui veulent nous maintenir dans l'indigence. S'il nous plaît, les amis, et réfléchissons à ce que nous faisons si nous voulons que ce continent-là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ne soit plus au niveau où il est actuellement, 60 ans après les indépendances. Merci. On ne vous entend pas. Merci à vous. Merci à vous. Et
Professeur Pinipini, je posais beaucoup de questions à M. Forson Koué, mais voilà encore aussi d'autres réactions. C'est le lieu d'abord de préciser à tous les téléspectateurs que quand on invite un certain nombre de panélistes pour nos invités, pour nos émissions, c'est pour avoir des différents points de vue et pour faire donc l'équilibre des points de vue. Alors, professeur Pinipini, où est-ce que nous devons nous placer aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe en tant qu'intellectuel, vous surtout qui résidez à la diaspora? Quel est votre rapport? Quelle est la responsabilité qui revient aux intellectuels et aux Africains donc, de la diaspora face à ces situations que nous voyons donc, en Afrique? 2 minutes s'il vous plaît et on ira ensemble à la conclusion. Merci beaucoup. D'abord, je m'excuse beaucoup. Je présente mes excuses pour avoir été déconnecté. Non, personne ne sait. Allez-y. Voilà, merci bien. D'abord, je voudrais remercier notre téléspectateur qui a pris la parole tout à l'heure. Je le rejoins. Je trouve que dit des choses tout à fait bien pensées parce que le grand général qu'on appelle De Gaulle, que le français salue, mais il était dans le gouvernement de Pétain, hein, donc il a dû faire un coup d'État contre Pétain, dans lequel il était dans ce gouvernement-là. Et pas les seuls. Castro était aussi dans le gouvernement précédent, il a fait un coup d'État pour amener le peuple à la libération. Je crois que c'était aussi le cas de Mao en Chine. Donc c'est pour dire que il n'y a pas qu'en Afrique hein, que l'on voit ce qui se passe, que les militaires se ravisent, et ce sont des humains, peuvent se raviser. Quelqu'un qui a mal fait, qui se ravise pour faire du bien, pourquoi on va encore le condamner? Donc moi je crois qu'ici pour les cas de ce qui se passe maintenant au Gabon, au Niger, au Mali ou bien en Guinée, ce que nous demandons, c'est qu'ils puissent vraiment se mettre du côté du peuple, que c'est ce que tout le monde demande maintenant au Gabon, qu'ils se mettent du côté du peuple et qu'ils puissent vraiment effectivement voir la souffrance de notre peuple qui veut vraiment vivre, qui veut respirer. Alors, pour répondre à ce que venait de dire Philippe, pourquoi le problème au développement, on voudrait bien avoir chez nous des usines de transformation, on voudrait bien avoir des usines de production alimentaire et tout cela, c'est tout ce que l'on veut. Mais quelle est la force en face? Qui est celui qui a tué tous nos leaders? Si l'Afrique elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est pas tous nos leaders qui étaient là en 1960 ont été massacrés un à un. Qui les a tués? C'est pas les Africains. Pourquoi les a tués? C'est pour justement qu'il n'y ait pas des usines. C'est justement pour qu'il n'y ait pas tout cela, que l'Afrique puisse stagner. L'Afrique stagne, justement que l'Afrique puisse être la plus faible que possible. Aujourd'hui, tout peut arriver à l'Afrique. Vous savez qu'un organisme affaibli, mais même la moindre petite fièvre peut s'avérer dramatique, tragique, même mortelle. Pourquoi? Parce que c'est tellement affaibli. Donc l'Afrique aujourd'hui est un continent tellement affaibli, tout peut lui arriver. Donc il faudrait d'abord lui remettre la force. Quand quelqu'un est affaibli, on lui remet d'abord la force avant qu'il puisse travailler. On ne va pas demander à quelqu'un qui est tellement affaibli de se mettre à travailler, il ne saura pas. Vous dites l'Afrique est affaiblie, l'Afrique n'a pas d'armée, l'Afrique n'a pas de force armée qui peut la défendre. Ce qui est le bol primordial, c'est ces forces armées-là. Moi, personnellement, je demande que le Mali et le Burkina Faso et le Niger se mettent ensemble pour nous produire une bombe atomique rapidement. On en a besoin. On doit défendre notre population. Vous voulez défendre notre population avec quoi? Avec des paroles. Ces gens-là, la France, l'Angleterre, la Russie, ils ont des bombes atomiques là-bas entreposées. Ces bombes atomiques-là, c'est pourquoi? Pourquoi les entreposent-ils? Sinon pour aller les déverser seulement sur les populations africaines qui n'ont rien. Aujourd'hui, si un pays européen qui a une bombe atomique décide de venir déverser une bombe atomique en Afrique, qu'est-ce qu'on fera? Vous avez beau construire des usines, vous avez beau transformer vos pays, si vous n'avez pas de force pour vous défendre, mais en quelques secondes, tout cela part en fumée.
Donc, je crois que la question de la sécurité, elle est essentielle aujourd'hui pour l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être en sécurité. Parce que autrement, c'est une population qui est appelée à disparaître. Hein. Une population qui n'est pas en sécurité, elle va disparaître. Donc, je crois que la sécurité est un problème essentiel et la sécurité ne peut être qu'entre les mains, évidemment, des militaires patriotes. C'est ça que nous voulons. Nous voulons des militaires qui sont des militaires patriotes. Si certains se sont trompés, ils ont mal fait, ben, qu'ils se ressaisissent. Nous demandons que les militaires du Sénégal se ressaisissent. Nous demandons que les militaires de la Côte d'Ivoire se ressaisissent. Nous demandons que les militaires du Togo se ressaisissent, que les militaires du Bénin, que les militaires du Cameroun, que les militaires du Tchad, les militaires du Soudan, qui se ressaisissent, qu'ils puissent se mettre du côté du peuple pour que notre peuple puisse respirer. Un peuple qui respire va travailler et la transformation va arriver. Mais pas le contraire, il faut pas mettre la transformation avant la sécurité, elle n'arrivera jamais. Donc moi, c'est ça que je voudrais simplement dire, que c'est important que nous puissions nous pencher sur notre propre sécurité. Ça, c'est essentiel. Professeur, dernière question. Je veux que vous me répondiez en 1 minute. Vous parlez de bombes atomiques. On ne veut pas inciter à la 3e guerre mondiale sur Afro Web TV parce que les gens sont en train même d'enregistrer nos émissions partout dans le monde entier. Et quand on prend aujourd'hui l'actualité, le Burkina Faso qui resserre ses liens avec la Russie, on constate qu'il y a encore plus d'armement avec les 3 pays, par exemple le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et quand je vais au Niger, pour terminer, on constate aujourd'hui qu'il y a eu des tensions qui montent entre les militaires qui ont pris donc d'assaut la présidence nigérienne et donc les Français aujourd'hui. Si je vous posais la question de savoir votre mode de fin en 1 minute par rapport à toutes ces situations qui fait aujourd'hui l'actualité, que direz-vous? Mais moi, je ne demande pas des bombes de 3e guerre mondiale, je demande simplement que nous puissions être protégés. Nous avons besoin de protéger nos enfants, de protéger nos familles, de protéger notre population, de protéger notre jeunesse, elle doit être protégée. Comment la jeunesse ne peut être protégée que par des armes de protection, des armes de dissuasion. Ces armes sont des armes de dissuasion, comme on dit. Et nous sommes les seuls qui n'avons aucune arme de dissuasion sur notre sol. Donc nous ne sommes pas protégés. Donc il est important, pourquoi on va nous défendre de nous protéger alors que tout le monde l'est. Donc ce qu'on demande à la France par rapport au Niger, c'est de respecter tout simplement ce que ces pays, la politique de ces pays. Ces pays a une politique, ces pays a un destin, son destin entre ses mains. La France doit respecter, parce que la France est respectée dans le monde entier. Il n'y a personne qui va faire la guerre à la France quand la France prend une décision ou une autre. La France a pris la décision dernièrement de passer par une loi que j'appelle la loi de 49-3 pour imposer le régime de pension. Malgré que la population n'a pas voulu. Aucun pays n'est intervenu, c'est la France qui a pris la décision souverainement. Et c'est une décision qui est souveraine. Donc, si le Niger prend une décision aussi souveraine, la France doit aussi respecter. Le Niger demande que l'ambassadeur qui est là-bas puisse partir, que l'ambassadeur parte. Le Niger demande que la base militaire qui est là-bas, la base militaire française qui est là-bas, qu'elle puisse partir. Qu'elle parte, tout simplement. Et il n'y aura pas de problème. Voilà. Merci. Ce qu'on demande. Merci, professeur. Ce sera votre mot de fin pour cette émission. Monsieur Philippe Amedodi, bien avant de revenir vers Monsieur Forsan Okoye, qui est invité en Afrique pour continuer la lutte dans les commentaires sur YouTube. Je vais vous poser la question de savoir quel est votre mot de fin pour cette émission en 1 minute. En fait, moi, je constate et que nous sommes d'accord, que nous ne sommes pas d'accord sur les analyses des uns et des autres. Moi, en tout cas, je dis ceci. Si tous les militaires qui prennent le pouvoir par la force des armes sont habités par de bonnes intentions, il faut les soutenir. Par contre,
comme cela s'est déjà produit par le passé. Le cas du Togo est un cas qui, moi, m'interpelle. OK? Donc, je dis ceci et je continue. Si le pouvoir des militaires aujourd'hui dans certains pays d'Afrique, c'est pour jouir également des privilèges de la fonction au détriment du bien-être des populations, il faudrait que le peuple africain et surtout sa jeunesse se dresse contre cela. Sinon, nous risquons de rater notre transformation. L'intention de prendre le pouvoir pour en jouir, comme leurs prédécesseurs l'ont fait, doit être bannie. Notre point d'accord, ça c'est le point de désaccord et je l'entends bien et je l'assume. Notre point d'accord est celui-ci. Et la volonté des militaires de mettre fin à la dictature, nous pouvons la comprendre et l'applaudir, sans oublier que ces militaires-là, en tout cas certains d'entre eux, sont comptables des crimes de sang, des crimes politiques et crimes économiques commis dans leur pays. En se ravisant, les populations pourraient leur pardonner leur tort. On l'a dit tout à l'heure, ok? Nul n'est obligé de continuer à rester dans l'erreur. Et nous pouvons les soutenir. Tout ce que moi je demande, et c'est un appel que je lance aux militaires des pays qui sont déjà en transition ou d'autres pays, comme le souhaite justement M. Forson, des pays qui suivront, ce que j'invite les militaires à faire, c'est de se laisser inspirer par l'esprit d'un certain Thomas Sankara, par l'esprit d'un certain Jerry Rawlings. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont permis à leur pays d'accéder au développement. C'est ce que nous attendons d'eux et non de venir s'éterniser au pouvoir, de venir jouir du pouvoir pour eux-mêmes et au détriment des populations. Voilà mon mot de fin. C'est un appel que je lance aux militaires qui prennent les pouvoirs dans les pays. Il faudrait qu'ils fassent réellement ce changement-là au bénéfice des populations. Sinon, la jeunesse continuera à se battre contre eux pour que nous puissions avoir la souveraineté et la liberté dont nous rêvons depuis plus de 60 ans maintenant. Merci, monsieur Kokou Amedoji. Monsieur Forson Koué, le dernier mot vous revient maintenant en 1 minute et répondez à toutes mes questions posées. Je sais que c'est 3 questions combinées, mais vous n'avez qu'1 minute. Ben Moïse, merci, mais je vais un petit peu ajouter encore 2 minutes. Bon, je remercie tous les téléspectateurs et téléspectatrices, mes co-débatteurs. Merci à vous, mais je veux passer un message important à toute la jeunesse africaine, aux Africains de la diaspora et surtout à nous qui nous battons d'une autre manière à éveiller les consciences. Je crois à cette vague des militaires qui ont pris conscience que les choses doivent changer et nous vous encourageons à agir et surtout à avoir l'amour de la patrie comme vous l'avez toujours eu en sacrifiant vos vies pour vos nations. Ma conviction profonde, ce que je crois, le développement de l'Afrique ne dépend pas seulement de l'apport extérieur, aussi important soit-il, mais surtout des efforts propres des citoyens. Et ceci se confie par cet adage togolais qui dit « Quand tu lèves le doigt accusateur, les 4 autres te regardent. » Cet adage nous interpelle, nous invite à faire l'autocritique, à analyser ce qui dépend de nous, ce que nous pouvons faire individuellement et ensemble. En effet, les exemples des pays émergents comme la Chine montrent que le développement d'une nation vient du dynamisme interne, d'une synergie collective, notamment
que devient la Chine sans les Chinois eux-mêmes. C'est pour cela qu'au lieu de se focaliser sur ce qui ne marche pas, ne serait-il pas mieux de regarder en face et avec courage ce qui freine le développement et en proposer des solutions? L'Africain se concurrence au lieu de se compléter. Cette tendance naturelle qu'on retrouve chez tous les peuples permet normalement à l'homme d'évoluer ou de s'adapter à son environnement familial, apparaît parfois dévastatrice dans nos sociétés. Le manque d'humilité. L'Africain est expert en tout. Il est toujours plus compétent que les autres. Et pourtant, il n'a rien prouvé. Le poids de la culture. Et pourtant, je crois qu'il s'agit de mettre l'homme au centre de tout, de nos actions, de ce que j'appelle l'apprentissage coopératif, qui consiste à apprendre des autres, pour les autres, par les autres, et non pour toi seul. L'Afrique a besoin de ses enfants. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin du sacrifice suprême, parce que nous sommes en guerre. Cette guerre va durer. Et ils sont prêts à nous décimer. Ils sont préparés des plans ourdis. Mais j'aime mon pays, j'aime mes continents, et j'aime tous les continents, les concitoyens africains de la diaspora et ailleurs. Du fond du cœur, je vous dis, ce combat, si vous ne prenez pas au sérieux, et vous continuez à danser en montrant les fesses en l'air, les jambes en l'air, sur TikTok, nous serons décimés. Militaires, pour terminer, et dirigeants africains, le vent qui arrive sera plus violent que vous n'avez jamais vu. Le feu qui arrive est un feu purificateur. Et personne ne peut aller contre cela. Ce qui est caché sera révélé. J'ai dit. Merci, Monsieur Forson, pour votre intervention, pour vos analyses. Nous avons dépassé un peu légèrement le temps d'antenne réparti pour les autres émissions. Je m'en excuse chez les autres collaborateurs. Et merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. Je voudrais dire un infini merci à Monsieur Forson, analyste politique qui a été avec nous depuis l'Europe, ainsi que tous les autres. Monsieur professeur Pinipini, consultant politique. Monsieur Kokou Philippe Amedodi, on m'a dit de ne pas oublier le Kokou désormais. On salue tous les natifs donc du mercredi que je suis également. Merci à vous tous et vous n'oubliez surtout pas que vous devez retrouver donc toutes les parties de notre émission sur notre chaîne YouTube en partie et veillez donc à partager en bonne et due forme. Vos commentaires sont les bienvenus. Toutes les communautés sont les bienvenues également sur AfroWeb TV. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora avec le même plaisir et sur la même antenne avec votre serviteur Moïse Agbeyigan. Bonne suite de nos programmes. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Également leur voix.